Bonjour à tous, on se retrouve pour nos Tech Summer Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités assez diverses cette semaine-ci avec notamment le fait que Nvidia va sortir une nouvelle carte graphique pour ordinateur portable. Nous avons Sony qui met un DRM de 30 jours sur tous les jeux digitaux que vous achetez. Donc c'est-à-dire que dès que les 30 jours sont passés, vous devrez vous connecter à Internet pour revalider le jeu. Steam a sorti son Steam Controller qui était une des nouveautés qu'ils avaient annoncées évidemment l'année dernière. La Steam Machine, par contre, on attend toujours. On a aussi une carte graphique d'un constructeur chinois qui va arriver très bientôt, et c'est la version grand public d'ailleurs, pas une version professionnelle ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a eu aussi un leak de la fameuse puce Intel G3 Extreme, qui est cette puce qui va rivaliser les puces Z2 de chez AMD. Donc ça, c'est très intéressant selon moi. Et puis des petites news au niveau hardware. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Je rappelle que évidemment, ce Tech Show est disponible sous forme de podcast sur toutes les plateformes de podcast connues, ainsi que même sur YouTube Music. Donc n'hésitez pas à chercher juste Tech Show, vous devriez trouver assez vite. On commence justement par cette news par rapport à Sony qui va mettre en place un DRM de 30 jours sur tous les jeux digitaux achetés sur PS4 et PS5. C'est-à-dire que si vous achetez un de ces jeux, de version digitale en tout cas, et bien que vous jouez hors ligne, au bout de 30 jours, ça vous demandera de vous reconnecter à Internet pour revalider le fait que vous possédez le jeu. Et bien tout ce que je viens de dire ici était des suppositions. En réalité, vous avez un timer qui est réellement apparu, comme vous pouvez voir ici pour Don't Starve Together, Remaining Time 20 Days. Et du coup, les gens ont supposé que c'était justement un timer qui devait être de 30 jours pour revalider les jeux quand vous jouez justement hors ligne. Et cette supposition n'est pas si tirée par les cheveux parce que le truc, c'est que c'est un peu de la faute de Sony, ils n'ont pas communiqué là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les gens juste supposer ce qu'ils voulaient. Et selon les preuves qu'on voyait, ça semblait justement être un DRM pour les jeux digitaux. Sauf qu'en réalité, ça a été reconfirmé par Sony, ce n'est pas un DRM pour les jeux digitaux. Et les personnes qui ont eu ça, en fait, c'était des personnes qui venaient d'acheter récemment le jeu. Et c'est justement un timer, ou plutôt un DRM, qui permet de valider que quelqu'un a bien acheté le jeu et ne s'est pas fait rembourser. Parce qu'une arnaque qui est faite souvent, c'est que des gens vont acheter un jeu, ils vont se faire rembourser, et puis ils vont continuer d'y jouer hors ligne sur la PlayStation qui n'a pas communiqué avec Internet pour savoir que vous vous êtes fait rembourser tout simplement. Donc la période de remboursement chez Sony est de 14 jours. Donc en toute logique, ici, Sony a juste à mettre un DRM de 15 jours qui ne marche qu'une seule fois et qui fait que vous pouvez jouer au jeu, mais au bout de 15 jours par exemple, vous devez vous connecter à Internet. Et là, du coup, la PlayStation pourra voir si oui, vous êtes bien fait rembourser ou si vous possédez toujours le jeu. Et donc, c'est pour ça que ce DRM est présent. Ce qui est selon moi, raisonnable et tout à fait logique. Évidemment, c'est un petit peu embêtant si vous avez l'habitude de jouer hors ligne, bien que il y a une version disque de la PlayStation 5. Donc, tenez compte que si vous prenez la version disque, en toute logique, vous n'avez pas ce problème-là. Mais dans tous les cas, pour ceux qui avaient des jeux digitaux ou autre chose, vous aurez juste ça pour un jeu que vous venez d'acheter, et puis après, ça disparaîtra. Alors, le problème vient vraiment du manque de communication de Sony, parce que ça, c'est justement une des premières news qui est sortie là-dessus. Il y en a eu plein d'autres, où justement, les gens communiquent là-dessus. Ils mettent des posts sur Twitter en mode hey, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un timer. Là, il y a justement un timer de 29 jours, donc peut-être que ce serait même une trentaine de jours, le timer. Mais du coup, comme ils n'ont pas communiqué, les gens étaient en mode oui, est-ce que c'est vraiment le cas? Et récemment, ils ont enfin communiqué là-dessus pour justement préciser que oui, c'était une seule vérification qui serait nécessaire pour confirmer la licence, mais qu'au-delà de ça, les joueurs ne subiront aucune interruption. Donc voilà, c'est juste un parfait exemple de hey, quand vous allez faire un changement qui semble être très mauvais, et ça c'est valable pour n'importe quelle marque, communiquer dessus parce que si les gens voient ça et qu'ils n'ont aucune information, ils vont juste supposer bien souvent le pire. Et c'était justement ce qui a été fait ici. Les gens ont supposé qu'il y avait basiquement un DRM qui ferait que on ne peut pas jouer plus de 30 jours à un jeu hors ligne et qu'il faut à chaque fois se connecter à Internet, un petit peu comme a fait Netflix récemment. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc oui, Sony, prochaine fois, communiquez juste clairement, faites un post très clair pour dire oh, parce qu'il y a des gens qui arnaquent au bout de 2 semaines, on va mettre ça en place, mais après, il n'y a pas de souci. Communiquez correctement dessus et vous n'aurez plus de problème dans le futur. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite news là-dessus pour ceux qui auraient peut-être vu la news comme quoi il y allait avoir un DRM, alors que pas totalement vrai. Après, il y a des gens qui sont plus cyniques qui vont peut-être dire que ils n'ont pas communiqué dessus parce que réellement, il y avait un DRM et que quand ils ont vu que tout le monde se plaignait, ils sont revenus en arrière et ils ont dit non, non, c'est pas un DRM, c'est juste pour les jeux que vous venez d'acheter. Possible. Voilà, chacun a sa théorie. Ça, je dirais que c'est la version la plus cynique, encore une fois.
Mais moi, je pense réellement c'est juste Sony qui a mal communiqué. Ensuite, nous avons Valve qui a lancé le Steam Controller, ou en tout cas le Steam Controller version 2, parce qu'il y avait déjà eu un... Bah, il s'appelait pas le Steam Controller, je ne sais plus son nom, mais là, c'est le vrai nouveau Steam Controller qui est évidemment inspiré aussi du Steam Deck. Vous avez notamment les deux pads tactiles en dessous, des joysticks, alors que le tout premier contrôleur qu'avait fait Valve avait, si vous vous rappelez, au lieu d'avoir des joysticks, il y avait justement des pads tactiles. Donc c'était un petit peu particulier. Mais là, comme vous pouvez voir, ben, c'est tout simplement une manette classique. C'est juste qu'il y a les deux pads tactiles en dessous. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau prix? C'est un petit peu cher. Il va arriver le 4 mai, ou en tout cas ce contrôleur va arriver le 4 mai. Et il coûtera 99 $ aux États-Unis, 99 € en Europe, 85 livres au Royaume-Uni. Et par contre, au Canada, désolé pour les Canadiens, 149 $. Ça me semble être énorme. Combien fait 149 $ en euros? Ah non, 93 €. J'avais oublié que le pesos canadien avait diminué autant en valeur. Donc, ma foi, désolé de l'apprendre, les Canadiens, parce que je suis sûr que derrière, le salaire n'a pas forcément augmenté. Bref, et ça va aussi coûter 149 $ australiens pour peut-être la seule personne qui est en Australie qui regarde cette vidéo. C'est tout à fait possible. Mais dans tout cas, voilà les prix pour les différents marchés. Alors, il y a d'autres specs qui justifient un petit peu le prix, même si ça reste seulement assez cher. En plus du fait qu'il y a évidemment des pads tactiles, vous avez notamment des joysticks qui sont magnétiques. Donc, ça n'utilise pas la même chose que vous avez dans la plupart des manettes et surtout, par exemple, la Nintendo Switch. Ici, ça utilise ces fameux joysticks à effet magnétique. Je ne sais pas exactement le nom en français, il faudrait que j'aille voir. Mais c'est des joysticks qui sont censés avoir une bien meilleure durée de vie et qui détectent, au lieu de détecter de manière classique quand vous bougez le joystick, ça détecte tout simplement une perturbation dans un champ magnétique. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus stable dans le temps. S'il y a de la poussière ou autre chose qui se met dans le joystick, ça ne va pas affecter son opération. Et ils ont annoncé une batterie de 35 heures, apparemment. Il y a déjà quelques tests qui sont sortis. Et apparemment, ben, la manette marche plutôt bien. Et les pads tactiles, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, ben, ça peut justement servir de contrôler une souris ou autre chose dans les jeux qui ne supportent pas pleinement ben, un contrôleur ou une manette. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un peu un hybride voilà, d'une manette de console et une manette plus faite pour fonctionner ben, sur un PC. Et du coup, ça arrive avant la Steam Machine. On ne sait toujours pas quand arrive la Steam Machine. Mais ma foi, ben, pour ceux qui ont déjà je sais pas moi, juste un PC avec Bazzite installé, vous pourrez utiliser ça et basiquement avoir déjà une Steam Machine avant l'heure. Surtout que ben, vous pourrez en faire même une plus puissante que ce qu'a annoncé Valve de toute manière. Ensuite, nous avons une news sur Samsung et qui concerne ici des personnes haut placées chez Samsung qui commencent à s'inquiéter justement du fait qu'ils pourraient perdre de l'argent pour la première fois sur le marché des smartphones. Alors vous allez me dire, comment ils vont perdre de l'argent sur les smartphones? Eh bien, c'est dû au fait qu'évidemment, la RAM et le stockage coûtent de plus en plus cher et aussi par extension les puces, notamment les puces Snapdragon et tout ça. Donc, ça veut dire que fabriquer un smartphone coûte réellement plus cher. Bon, maintenant, vous allez me dire, ils font des smartphones à plus de 1500 €, donc est-ce que vraiment ça va empiéter sur leur marge? Visiblement, ça pourrait être le cas. Et ils pourraient perdre plus d'argent, évidemment, sur des modèles plus milieu de gamme ou entrée de gamme. Mais un autre truc aussi que les gens vont me dire, il y a quelqu'un qui va réagir en mode oui, mais Aurélien, Samsung, ils fabriquent leur propre puce de RAM. C'est l'un des trois fabricants. Vous avez SK Hynix, vous avez Micron, et le troisième, c'est Samsung. Ils fabriquent littéralement eux-mêmes la RAM qu'il y a dans pas mal d'appareils. Et ils fabriquent aussi des puces pour SSD. Donc comment ça se fait que eux vont avoir du mal à en avoir et que ça va leur coûter de l'argent au point même de peut-être perdre de l'argent sur le marché des smartphones? Mais c'est dû au fait que, et c'est assez particulier, mais Samsung n'est pas juste Samsung. Vous avez une société mère qui est un petit peu par-dessus, mais après ça, vous avez par exemple Samsung Electronics qui va faire notamment les smartphones. Et puis vous avez Samsung Display qui va faire les écrans, qui va faire peut-être aussi les TV. Ou en tout cas, ils travaillent avec Samsung Electronics pour faire les TV du coup. Et puis vous allez avoir un Samsung qui gère tout ce qui est un petit peu plus fabrication de microprocesseurs, fabrication de puces de RAM et fabrication de puces aussi de SSD, de NAND pour le stockage. Et donc ça veut dire que mais ces différents Samsung ne travaillent pas directement entre eux. Enfin, ils ont à coup sûr des relations, mais ça veut dire que surtout, quand vous avez un Samsung qui fabrique quelque chose et que l'autre Samsung le veut, ben, ils devront bien souvent payer le prix du marché en fait. Mais derrière, il y a quand même une séparation qui fait que chaque entreprise Samsung a pour but de faire de l'argent. C'est un petit peu fait par design. Ils font en sorte que chaque ben, sous-entreprise de Samsung, donc Samsung Display et tout ça, ben, sont un peu en concurrence avec les autres. Chacun doit essayer de ben, maximiser ses revenus
dans le domaine où ils agissent. Ils ne vont pas faire des freebies aux autres entreprises Samsung pour que celles-ci soient plus rentables. Et donc, ça arrive à cette situation où, justement, l'entreprise Samsung qui fait tout ce qui est RAM et tout ça, elle a beaucoup plus intérêt à vendre à des fabricants de data centers plutôt que de vendre à Samsung Electronics qui va faire des smartphones. Et donc, on en arrive à cette situation où, oui, même Samsung a du mal à avoir de la RAM parce que Samsung préfère vendre cette RAM pour se faire de l'argent. Mais quand je dis Samsung, évidemment, c'est l'entreprise en dessous. Donc, ouais, situation un petit peu étrange, mais qui montre juste le côté aussi un petit peu ridicule de la situation quand on y pense. Et maintenant, c'est l'heure des deals de la semaine. J'ai quelques deals selon moi intéressants. Nous avons d'abord de la carte mère avec ici une Asus B850. Donc, full support du PCI Express 5.0, notamment, ce qui est très important pour les GPU modernes. Et du coup, toujours aussi sur la plateforme AMD qui est, selon moi, si vous voulez investir sur une plateforme de PC fixe en tout cas, est certainement la meilleure alternative. Et donc là, on a une carte mère plutôt solide. On a 4 slots de RAM. Ce qu'on veut au niveau slot, même M.2, comme vous pouvez voir, il y a 3 slots M.2. Il y en a un au-dessus, 2 en dessous ici. Des VRM qui sont acceptables. Je veux dire, de toute façon, si vous mettez juste un 9800X3D, c'est largement suffisant. Donc une bonne petite carte mère. En plus, c'est même une version blanche qui est plutôt rare. Enfin, c'est plus gris en réalité. Et vous avez même la plaque derrière qui est préinstallée. Ça, c'est très important, selon moi. Quand cette plaque est préinstallée, ça facilite tellement l'installation dans le boîtier que, pour moi, c'est un argument de vente. Et au niveau port, il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, une bonne petite carte mère. Et le plus important, c'est qu'elle a 159 euros. Donc c'est un prix plutôt bon pour une carte mère avec de telles fonctionnalités. Et c'est le prix, comme vous pouvez voir, le plus bas depuis très longtemps. Il était même assez cher. Il était à plus de 200 euros avant. Ça, c'est un peu le problème avec AMD. C'est qu'ils ont les meilleurs CPU. Ils ont la meilleure plateforme, mais les cartes mères coûtent cher. Là, je dirais que c'est un assez bon prix pour une carte mère avec de telles fonctionnalités. Donc, voilà, vous aurez un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Vous avez aussi toujours le Corsair iQ Link H100 qui est en promotion, je le rappelle, parce que selon moi, c'était un bon deal. En plus, c'est la version blanche, donc ça va avec la carte mère. Et l'avantage ici, c'est que vous avez le support d'iQ Link, donc ça vous permet de réguler la vitesse des ventilateurs selon la température des liquides. Et il n'y a pas beaucoup de fabricants qui le font, ça. Et c'est très important selon moi, parce que ça vous évite d'avoir un ventilateur, ou plutôt le water cooling, d'un coup se met à 100% de ventilateur parce que le CPU a juste fait un petit truc derrière en arrière-plan et qu'il est monté en température. Non, vous régulez selon la température du liquide et là, c'est juste parfait au niveau silence. Ensuite, nous avons aussi, évidemment, de l'écran. Ça semble logique. Chaque semaine, il y en a. Ici, on en a un Acer Nitro en 27 pouces, 1440p, 120 Hz. Donc, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, il est à 124 euros. Vous imaginez un écran 1440p avec des assez bonnes specs à juste 124 euros. C'est juste un excellent deal. C'est de l'IPS, c'est pas du fast IPS, tenez en compte à ce prix-là, mais ça reste quand même de l'IPS. Donc, ça fera le taf pour beaucoup de gens et surtout, c'est juste 124 euros, quoi. C'est tellement peu cher que pour quelqu'un qui a déjà peut-être un écran 27 pouces, ce serait parfait pour avoir un deuxième écran 27 pouces avec des specs similaires sans pour autant débourser énormément. Et donc ça dépendra pas mal pour quelqu'un qui a aussi un budget serré. Et derrière, pour ceux qui voudraient un petit peu plus, on a aussi un modèle ici de Gigabyte qui est un modèle aussi 27 pouces, 1440p, mais là, au lieu d'être à 120 Hz, nous sommes à 200 Hz, qui est évidemment une sacrée amélioration. Vous avez aussi une dalle qui est juste de meilleure qualité, tenez-en compte. Vous avez même le support de l'HDR10, mais en général, le support de l'HDR sur ce genre d'écran n'est pas incroyable non plus, donc n'en tenez pas trop compte de HDR là-dessus. Il faut selon moi des écrans assez haut de gamme pour vraiment avoir un support intéressant. Mais quoi qu'il arrive, des meilleurs specs et pour un prix un petit peu plus élevé, mais 149 euros pour de tels specs, je pense que c'est toujours aussi un excellent deal. Et donc ça, c'est tous les deals de la semaine selon moi intéressants. Vous aurez des liens dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci d'avance si vous achetez via justement un de ces liens. Ensuite, on a Nvidia qui va sortir une nouvelle carte graphique pour ceux qui sont sur PC portable et c'est tout simplement la RTX 5070 mobile 12 Go. Donc oui, elle se place juste au-dessus de la version 8 Go qui existait déjà de la 5070 mobile et vous permettra d'avoir juste un petit peu plus de VRAM pour normalement un petit peu plus cher. Mais ça permet aussi à des personnes qui veulent juste plus de VRAM à prendre cette carte graphique au lieu de prendre une 5070 Ti mobile qui coûterait beaucoup plus cher. Aussi, pour ceux qui préfèrent les plateformes AMD, le truc c'est qu'il y a beaucoup de PC portables gaming qui avec des CPU AMD sont limités à maximum une 5070, ce qui est une situation un petit peu bizarre. Si vous regardez la plupart des ordinateurs portables haut de gamme qui ont des 5080, des 5090 ou même 5070 Ti, bien souvent,
utilisent des processeurs Intel. Donc là, ça donnera une option, en tout cas, pour ceux qui veulent justement un modèle avec absolument un processeur AMD, ça nous donnera une option, si en tout cas le constructeur fait un nouveau modèle, avec un GPU avec 12 Go de VRAM, sans pour autant, ben, encore une fois, passer à 5070 Ti. Et du coup, tenez compte que, alors vous pourriez vous dire, oh, ben, cette 5070 mobile va avoir 12 Go de VRAM maintenant, donc c'est la même chose qu'une version PC fixe. Non, pas du tout. Les versions mobiles des RTX 5000, et c'était le cas aussi pour les RTX d'ailleurs 4000 et 3000, ne sont pas les mêmes que les versions PC fixes. Une 5070 mobile, même que ce soit la version 8 Go ou cette nouvelle version 12 Go, ont les mêmes specs au niveau CUDA core et tout ça, et c'est les mêmes specs qu'une 5060 Ti, avec une fréquence aussi un petit peu plus basse. Donc oui, c'est-à-dire qu'une 5070 mobile, même avec un énorme wattage, donc même si vous avez une version qui est bien refroidie dans un énorme ordi portable, sera moins puissante qu'une 5060 Ti de PC fixe. Donc ça c'est, voilà, un petit peu dommage. Tenez compte que les autres constructeurs font un peu la même chose, Intel et AMD. Voilà, par exemple, le nom Core Ultra 9, ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir un certain nombre de cœurs, une certaine puissance. C'est juste Core Ultra 9, c'est le meilleur dans cette gamme-là. Mais une gamme de PC portable et une gamme de PC fixe, c'est pas les mêmes gammes. Et donc, même si c'est le même nom, c'est pas forcément le même CPU. C'est la même chose ici avec les GPU. C'est en partie du marketing. La 5090 est la meilleure graphique d'NVIDIA, mais une 5090 dans un PC fixe, dans un PC portable, ça ne passe pas. Donc la 5090 mobile, c'est en réalité une 5080, mais avec un peu plus de VRAM. Et c'est exactement la même chose ici. C'est une 5060 Ti avec 8 ou 12 Go de VRAM. Comment ils ont obtenu les 12 Go de VRAM, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement, ils utilisent 4 puces normalement de 2 Go sur cette 5070 mobile. Et bien là, ils sont passés à des puces de 3 Go. 4 x 3, 12 Go. Et voilà, vous avez une 5070 mobile qui semble avoir la même quantité de VRAM et les mêmes specs qu'une 5070 de PC fixe, sauf que non, pas vraiment. Donc ouais, ça va donner encore une fois des gens qui achètent ce genre de carte graphique et de PC portable avec ce genre de carte graphique et qui vont croire qu'ils ont littéralement la même puissance qu'une 5070, alors que non, pas vraiment. Ce qui est, encore une fois, un peu mensonger. J'espère que dans le futur, Nvidia arrêtera de faire ça. Je répéterai toujours l'exemple, mais je me souviens toujours quand ils avaient sorti les GTX 1000, donc les 1080-1070 mobiles, donc pour PC portable, c'était exactement les mêmes au niveau spec que la version PC fixe, avec évidemment une fréquence un peu plus basse. Mais c'était le même nombre de codes core et tout ça. Ils avaient même fait du marketing là-dessus, parce que c'était souvent un scandale avant, avec notamment les GTX 900 et tout ça. C'était jamais les mêmes specs, et les gens se plaignaient à chaque fois. Ils ont fait ça pour les GTX 1000, et puis après, la génération d'après, ils ont même fait du marketing là-dessus, hein, en disant « Ouais, maintenant, c'est les mêmes specs ». Et la génération d'après, avec les RTX 2000, ils ont arrêté de le faire. Donc ouais. Ils l'ont fait pendant une génération, ça a été génial. Comme quoi, la génération des GTX 1000 est vraiment incroyable quand on y pense. Que ce soit pour PC fixe ou PC portable, elle a été incroyable, ces générations. Et ben maintenant, non, c'est différent, on va dire. Mais dans tous les cas, ça donne juste une option en plus. Maintenant, la question, c'est mais à quel prix? Parce que si c'est aussi cher qu'une 5070 Ti mobile, autant prendre une 5070 Ti mobile. Ça coûte cher. Il y a un seul constructeur qui nous donne vraiment le prix de ces cartes graphiques, et c'est Framework. Et comme Framework a sorti un module 5070 mobile avec 8 Go de VRAM, eh bien, ils ont mis à jour leur site avec un module maintenant 12 Go. Et comme vous pouvez voir, pour la modique somme de 1329 €, vous pouvez avoir 12 Go de VRAM au lieu de 8 Go de VRAM à 779 €. Donc 1329 divisé par 779 €. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 70% du prix. C'est voilà, ça me semble être un petit peu élevé. Alors, je ne sais pas si du coup c'est un peu la faute de Framework, parce que peut-être qu'ils ont encore du stock du modèle 8 Go et qu'ils peuvent le garantir à ce prix-là, mais que le module 12 Go, par contre, ils n'ont pas de stock et du coup ça leur coûte plus cher. Je ne sais pas trop. Mais une chose est sûre, si par contre c'est la même différence de prix sur les autres ordi portables d'autres constructeurs, ça rendrait ce module, ou en tout cas cette carte graphique 5070 12 Go, juste pas intéressante en fait. Et du coup, justement, vu que les cartes graphiques Nvidia coûtent cher, peut-être que la solution, c'est un nouveau constructeur. Nous avons Lizuan, il me semble que c'est comme ça se prononce, qui va bientôt sortir leur nouvelle carte graphique pour grands consommateurs, qui est la 7G100, et qui est, comme vous pouvez voir, cette carte graphique ici. Ils avaient déjà sorti des versions professionnelles, tenez-en compte, mais ici c'est vraiment la version pour monsieur tout le monde.
qui a moins de VRAM. Elle a 12 Go de VRAM, ce qui est toujours pas mal. C'est de la GDDR6. Elle a plusieurs ports DisplayPort. Elle peut faire de la 8K jusqu'à 60 Hz d'ailleurs, même si ce n'est pas très utile pour la plupart des gens. Et le plus important, c'est qu'elle supporte DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL et OpenCL. Donc, en toute logique, il y a un certain nombre de jeux qui pourraient tourner dessus. Et du coup, cette carte graphique devra arriver prochainement. Vous avez des drivers qui arrivent et en toute logique, donc ça arrive apparemment le 20 mai même, donc c'est très prochainement. Et donc, il y a des personnes qui pourraient mettre la main dessus et commencer à jouer. Et au niveau puissance, alors forcément, même si la 12 Go de VRAM, vous vous doutez bien, c'est pas la carte graphique la plus puissante au monde, mais apparemment, elle sera au niveau d'une RTX 4060, ce qui est pas déconnant. Et le truc, c'est que avec la Chine, alors évidemment, ces GPU-là vont peut-être finir dans des data centers ou autre chose, ou en tout cas, ils vont se concentrer sur la version professionnelle qui vise le marché data center. Mais s'il y a vraiment une version grand consommateur qui arrive à sortir sur le marché, alors déjà, ce sera qu'en Chine. Peut-être qu'il y a des cartes graphiques qui vont arriver en Europe d'une manière ou d'une autre, mais ce sera surtout pour le marché chinois. Mais le truc, c'est que la Chine a pour but de justement être indépendant des autres constructeurs, de Nvidia, AMD et tout ça. Donc, ils sont très sérieux sur le fait de faire des cartes graphiques puissantes parce que c'est un petit peu le futur, les cartes graphiques. Même si les IA se pètent un peu la gueule dans le futur parce que peut-être que voilà, on espère un petit peu de trop, c'est quand même quelque chose qui permet de faire énormément les GPU. C'est au centre du computing en 2026, c'est sûr et certain. Le CPU était le roi avant, et maintenant c'est la carte graphique. Donc, faire une bonne carte graphique, plutôt important. Et du coup, on verra bien, à partir du 20 mai, je suis sûr et certain que vous allez avoir des youtubeurs américains et tout ça qui vont mettre la main dessus d'une manière ou d'une autre et qui vont la tester. Et si réellement elle a la puissance d'une 4060 et qu'elle coûte genre 200 €, pourquoi pas? Mais bon, encore une fois, ce sera surtout pour le marché chinois. Mais peut-être que d'ici 4 ans, 5 ans, ils vont commencer à se lancer sur d'autres marchés, peut-être le marché européen. Ensuite, on a une autre news sur Microsoft qui a un projet secret qui concerne Windows, qui est le projet K2. Le projet K2 n'est pas un remplaçant de Windows, tenez-en compte, ce n'est pas un Windows 12 ou autre chose. Le but de K2 est de tout simplement optimiser Windows 11, régler les problèmes qu'ils ont justement avec l'OS. On l'a vu, Linux est en train de monter très vite. Et ça, le truc, c'est que même si c'est juste quelques pourcents, genre 5% des utilisateurs aux États-Unis qui ont Linux, ça progresse très vite et ça pourrait d'un coup exploser, surtout si vous avez des constructeurs qui commencent à mettre Linux sur leur PC. Donc, Microsoft a vu ça, ils se sont dit peut-être qu'on va se bouger les fesses. Et c'est justement ce qu'ils veulent faire avec K2. Le but de K2, c'est d'améliorer les performances, notamment. Donc, un des points de comparaison qu'ils ont, c'est justement SteamOS. Ils veulent avoir, pour le même matériel, autant, voire même plus de performance que SteamOS. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un Steam Deck avec SteamOS, si vous mettez Windows, normalement, vous devriez avoir plus de performance. C'est le but qu'ils ont sur 1 à 2 ans. Donc, ça va leur prendre peut-être, encore une fois, 1 à 2 ans, mais ils veulent en arriver à ce niveau-là. Un autre benchmark, c'est au niveau apparemment du gestionnaire de fichiers. Ils veulent qu'il soit beaucoup plus rapide, amélioré, la barre des tâches, le menu démarrer, corriger tous les problèmes qu'il y a actuellement, parce qu'il y a réellement des problèmes, réduire la quantité d'IA qui sont préinstallées, moins d'utilisation de mémoire, un système plus stable, meilleure performance comme j'avais dit ici, meilleure performance dans les jeux, un OS qui répond plus rapidement, qui est beaucoup plus fluide, et plus d'autres améliorations derrière. Apparemment aussi MSN qui serait plus la page par défaut dans les widgets, donc ce serait plutôt cool. Mais dans tous les cas, ouais, Microsoft commence à se bouger les fesses. C'est une bonne chose, même si c'est ça le truc avec Microsoft, ce que je ne comprendrai jamais. Microsoft, c'est une des plus grandes entreprises tech au monde. Ils dominent le milieu des PC fixes grand public. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'ils sont lents à réagir à quelque chose? Le marché d'IA, ils ont très rapidement réagi, mais ils ont sorti quelque chose selon moi qui est juste mais. Copilot n'est pas très intéressant. Ils ont mis Copilot à toutes les sauces partout dans Windows, sauf que c'est pas très bon pendant que quelqu'un passe en klaxonnant. Donc ils ont fait un travail qui est très bancal. Et à côté de ça, oui, ils réagissent très lentement. Vous avez plein de consoles mobiles qui sont sorties. Vous avez la ROG Ally et tout ça qui sont sortis. Ils font rien. Et puis, vous avez Valve qui fait le Steam Deck. Bon, le Steam Deck en réalité est sorti avant la ROG Ally. Mais le Steam Deck commence à prendre en popularité. Et puis d'un coup, vous avez Microsoft qui est en mode « Oh, peut-être qu'on devrait faire une interface en grand écran qu'on peut utiliser à la manette pour ces consoles mobiles qui existent depuis littéralement 5 ans et qu'on n'a rien fait du tout depuis. » Oui, c'est une bonne idée. C'est ça que je comprends pas avec Microsoft. Ils ont littéralement un truc qui est juste devant eux, comme ça, ils sont en mode, ils réagissent pas. Et puis d'un coup, quand quelqu'un le fait, ils sont en mode, oh, ah oui, tiens, on a oublié de faire ça. Et c'est exactement ce qui se passe ici.
Ils voient que Linux prend du chemin, Linux continue de progresser. Et puis là, d'un coup, en 2026, ils se réveillent, ils sont en mode oh, peut-être qu'on devrait améliorer notre OS qui commence à devenir vraiment, mais alors vraiment très mauvais. En plus, vous avez Apple qui a sorti un MacBook à 699 €. Oui, peut-être qu'on devrait se bouger les fesses, ce serait pas mal. Et donc maintenant, enfin, après des années, ils commencent à réagir. Alors, ça reste Microsoft, on verra si ils vont tenir leurs promesses. Hein, ça reste Microsoft. Mais une chose est sûre, on a enfin du mouvement. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, nous avons un leak de cette fameuse puce G3 Extreme, qui est une puce qui sera créée par Intel pour concurrencer les puces Z2 de AMD. Et le leak vient du fait que une MSI Clo 8X, avec justement cet Intel Arc G3 Extreme, ce serait son nom, le nom complet, a été leaké et pourrait sortir en Italie pour la modique somme de 1599 €. Alors, on va en reparler après. Ce prix-là, en réalité, n'est pas si irraisonnable, même si c'est très très cher. Mais dans tous les cas, du coup, cette console serait une console de 8 pouces avec un écran 120 Hz et tout le tralala, mais surtout aurait 32 Go de VRAM, de RAM, partagé évidemment entre le GPU et le CPU, et 1 Tera de SSD. On a aussi apparemment une batterie de 80 Wh, mais le plus intéressant, évidemment, c'est cette fameuse puce G3 Extreme qui est listée dans le listing et qui a été un petit peu testée. Alors, pas totalement, elle a été testée dans Passmark, qui est un test purement CPU, donc c'est pas le plus intéressant pour voir les capacités GPU, mais on voit notamment le nom et surtout on voit la configuration au niveau cœur. Donc ce G3 Extreme utiliserait 14 cœurs au total, dont 2 cœurs haute performance et le reste serait des cœurs haute efficacité énergétique, ce qui est en réalité logique. C'est une puce qui sera dans les consoles mobiles. Vous n'avez pas besoin de la full puissance CPU, des plus grosses puces Core Ultra 9 ou autre chose. Ce que vous voulez, c'est plus d'efficacité énergétique, des bonnes performances dans les jeux et un GPU, le plus gros GPU possible à côté de ce CPU. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Et juste pour comparer, voici la page Passmark de la puce Z2 Extreme, qui est techniquement la meilleure puce AMD qui serait en concurrence par rapport à cette puce Intel. Et vous pouvez voir qu'elle a un score de 23 649 en multithread et de 3 964 en single thread, alors que la puce G3 Extreme, vous pouvez trouver sur le site, hein, ça c'est la page officielle, est à 29 622, donc là c'est clairement au-dessus, et le résultat en single thread est aussi au-dessus parce qu'il est à 4288. Donc, c'est en réalité meilleur que la puce Z2 Extreme d'un point de vue CPU, premièrement. Et on sait que le GPU qu'on a dans les Core Ultra 300 est très puissant. Donc là, en toute logique, Intel va avoir le meilleur APU pour ce genre de console. Ce qui est, voilà quelques années, si vous m'aviez dit que ça arriverait, je vous aurais mais pas du tout cru. Et surtout, pour MSI, dès le début, ils avaient des CPU Intel. MSI, ils étaient en mode, on croit en Intel. Et ils ont continué de faire des consoles avec des CPU Intel. Ils ont toutefois sorti une avec une puce Z2 Extreme, mais ils ont continué de travailler avec Intel. Et là, c'est en train de payer parce que derrière, ils vont être certainement un des partenaires de choix pour Intel pour justement lancer cette nouvelle puce. Donc, c'est au final, ma foi, bonne nouvelle pour MSI. Alors, vous avez pu voir aussi, il y a une G3 Extreme, mais c'est-à-dire qu'il y aura aussi normalement une version G3, non extrême. Donc, c'est vraiment en concurrence ici par rapport à AMD. C'est le même genre de nomenclature. AMD, c'est Z, Z1, Z2. Ici, Intel passe à G3 directement, ce qui correspond au Core Ultra 3, ce qui est logique. Mais je suppose aussi que c'est un petit peu fait exprès parce que AMD a des puces Z2, Intel a des puces G3. Oh, 3, plus grand que 2. Je suppose qu'il y a un petit côté marketing aussi là-dessus, on va être très honnête. Mais bon, il y aura, quoi qu'il arrive, une version extrême et une version non extrême. Donc on ne sait pas le prix de la version non extrême, on ne sait pas les specs aussi pour le moment. Mais en toute logique, elle devrait être quand même relativement puissante. Je dirais même que peut-être qu'elle sera aussi puissante que la version Z2 extrême d'AMD. Parce qu'on l'a vu, le GPU dans les puces Z2 Extreme commence à dater. C'est du RDNA 3.5. Il est basiquement très similaire au GPU qu'on avait dans la puce Z1 Extreme. Juste un peu amélioré, mais très similaire. Et donc là, ça veut dire qu'AMD se l'est un peu coulé doux. C'est un petit peu comme Microsoft. Ils étaient en mode, bon, on est bien, on est les rois de l'APU, il n'y a personne qui va nous concurrencer. Et puis d'un coup, vous avez Intel qui a commencé à être concurrencé, mais AMD est en mode, non, non, je ne crois pas qu'ils arriveront à nous concurrencer. Et puis d'un coup, Intel sort ça. Et AMD est un peu à la ramasse, totalement à la ramasse. Le truc, c'est que
quand vont sortir les puces Z3, peut-être fin d'année. Et d'ici à ce qu'elles sortent, Intel aura le champ libre sur le marché des consoles. Le seul truc qui va sauver peut-être un peu AMD, c'est le fait que la RAM coûte hyper cher. Et du coup, on l'a vu, cette console coûte, en tout cas le prix annoncé, qui n'est pas le prix définitif, tenez en compte, c'est juste un prix annoncé, un prix juste comme ça, serait de 1 599 €. Donc ouais, ça va coûter cher. Même si vous avez plein de consoles avec des puces Z2 extrêmes qui coûtent maintenant plus de 1 500 €. Les prix ont augmenté vachement. Donc en réalité, comme j'ai dit, c'est un prix irraisonnable, mais par rapport à la situation du marché, c'est peut-être pas si irraisonnable que ça. Surtout si cette console est réellement beaucoup plus puissante. Donc on verra bien. Normalement, ils devraient les montrer officiellement au Computex. Je serai au Computex, donc c'est un des trucs que je veux absolument voir. Je vais aller justement voir ces consoles mobiles avec cette puce G3 et G3 Extreme et voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons une news par rapport à AMD qui va mettre à jour Expo vers la version 1.2. AMD Expo, je vous rappelle, c'est ce système de gestion de la RAM et des profils mémoire par AMD qui est l'équivalent chez Intel de XMP. Donc c'est plutôt important, ça permet d'automatiquement régler votre RAM à la fréquence idéale et de la supporter pleinement. Donc une chose que beaucoup de gens utilisent justement sur les plateformes AMD. Et dans cette version 1.2, la grosse nouveauté, c'est que nous allons avoir le support des barrettes de mémoire QDIM. Donc le QDIM n'a rien à voir avec le UDIM qu'on a vu la semaine dernière, qui était on prend une barrette, on la sépare en deux, mais on n'améliore pas les performances. Non, ici le QDIM, par contre, c'est ce qu'on avait vu sur les Core Ultra 200 à leur sortie. Et c'était des modules de RAM DDR5 qui ont une puce supplémentaire sur chaque barrette qui permet de tout simplement mieux supporter des plus hautes fréquences. Donc, c'est-à-dire que en gros, ça décharge un peu le contrôleur mémoire du CPU parce que la mémoire est contrôlée par le CPU normalement. Donc là, une partie des tâches qui étaient normalement déléguées au contrôleur mémoire va être déléguée à cette puce sur la RAM. Ça permet du coup d'avoir aussi une RAM qui communique un petit peu mieux avec le CPU, donc d'atteindre des meilleures vitesses, des meilleurs taux de transfert, et tout cela en étant plus stable. Donc vraiment, la mémoire QDIM, selon moi, est une chose qu'on va avoir absolument besoin dans le futur pour continuer d'avoir des kits mémoire DDR5 qui sont de plus en plus rapides. Parce que ça permet justement de plus facilement supporter ça. Parce que le truc, c'est qu'on atteint de tellement hautes fréquences que juste la distance entre le CPU ici et les barrettes de RAM, juste le tracé, la distance du cuivre dans le PCB jusqu'à la barrette de RAM, rien que ça peut affecter les performances et des fois, juste, oui, vous ne pouvez pas faire fonctionner un kit de mémoire à une aussi haute fréquence que si la puce mémoire était juste littéralement à côté du CPU. C'est pour ça que, par exemple, la LPDDR5X atteint des bien plus hautes fréquences que une barrette de RAM classique comme ça dans un PC. Mais voilà, les modules QDIM permettent de en partie régler ça et d'avoir de bien meilleures fréquences. Le souci, il y a forcément un mais, c'est que pour supporter pleinement QDIM, la carte mère doit le supporter, évidemment, mais aussi le contrôleur mémoire du CPU doit le supporter. Et là, le truc, c'est qu'AMD Expo 2 va rajouter le support QDIM, mais en version, voilà, pas un support complet, c'est plus un support partiel qui permettra de faire fonctionner la mémoire, mais elle fonctionnera plus comme un kit DDR5 classique, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas tous les avantages de justement cette puce supplémentaire qui est sur le module QDIM, qui est pour information, c'est une puce CKD. Et donc, c'est-à-dire que, en fait, ce ne sera pas très intéressant. Le truc, c'est que de futurs CPU AMD, le fait qu'ils supportent ça dans Expo 2 semble indiquer qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, pour les prochains Ryzen, certainement, ce sera le cas. Mais pour les Ryzen de cette génération-ci, oui, vous pourrez mettre une de ces barrettes de RAM, mais vous n'aurez pas tous les avantages. Donc, c'est bien d'avoir la mise à jour. Ça indique que dans le futur, ce sera supporté. Mais pour le moment, ouais, c'est juste un support partiel. Donc, c'est un petit peu triste, un petit peu dommage. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait de UDIM, on a une autre news par rapport à ça, et c'est Gigabyte qui va rejoindre Asus et ASRock dans le support justement de la mémoire UDIM. Et elle sera apparemment supportée sur les plateformes Intel, que ça inclut d'ailleurs les plateformes Intel 800, 700 et même 600. Donc en réalité, toutes les cartes mères Intel depuis la génération des Core Intel 12, donc ce sera 12, 13, 14, et évidemment les Core Ultra. Donc basiquement la plupart des CPU Intel de ces très nombreuses dernières années. Et le truc, je rappelle, les barrettes de mémoire UDIM sont un peu de bricolage. C'est comme si littéralement ils avaient pris une barrette de 24 Go par exemple et ils l'avaient séparée en deux barrettes de 12 Go. Sauf que vous avez toujours les mêmes performances qu'une barrette de 24 Go. Parce que normalement, une barrette de
par exemple 24 Go, à 2 bus mémoire de 32 bits. Et après, vous avez un certain nombre de puces mémoire derrière. Mais là, une seule de ces barrettes UDIMM, au lieu d'avoir 2 fois 32 bits, vous avez une fois 32 bits. Et derrière, se dire que les performances, oui, la bande passante est réduite de 50%. Mais comme vous avez 2 barrettes, vous profitez du dual channel, donc ça permet de compenser derrière. Mais oui, vous retournez juste au niveau de performance mais d'une barrette de 24 Go. Donc c'est vraiment du bricolage, c'est plus pour moi c'est un peu mensonger. C'est vraiment le but ici, c'est un peu cynique de ma part, mais c'est selon moi vraiment ça. C'est le fait de donner l'impression aux gens que comme vous avez 2 barrettes, vous avez le dual channel, ça va être très performant dans les jeux, ça va être aussi performant qu'un autre kit, sauf qu'en fait non, ce n'est pas le cas. Ce sera l'équivalent de comme si vous aviez une seule barrette de 24 Go. Il y a des tests qui ont été faits, mais seulement dans des programmes pour voir la bande passante. Et on voyait que cette bande passante était plus basse, encore une fois. Mais il n'y a pas encore de tests qui ont été faits dans les jeux. Donc, il faudra voir. Peut-être qu'avec les plateformes Intel, comme elles sont moins dépendantes de la vitesse de la RAM, ça va aller. Mais une chose est sûre, vous devez bien vous en douter, une barrette de 24 Go ou 2 barrettes de 12 Go, dans le meilleur des cas, ça va être le même prix. Et dans le pire des cas, la barrette de 24 Go sera moins chère. Et si les performances sont exactement les mêmes, pourquoi prendre le module? Pourquoi prendre 2 fois 12 Go? Ça ne servira à rien, en fait. Donc, ouais, juste pour dire, un peu une solution bancale qui est due à la crise de la RAM et qui, encore une fois, selon moi, semble être un peu designé pour tromper le consommateur. Et enfin, on finit avec une news sur BySide44 qui arrive sur PC fixe et bientôt aussi sur les consoles mobiles, notamment la Roguelike qui supporte BySide, ou en tout cas, vous avez une version BySide pour la Roguelike, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, quelles sont les nouveautés? Bah, évidemment, BySide44 est basé sur Fedora 44. Oui, je sais, c'est incroyablement étonnant. Mais vous avez plein de choses qui ont été mises à jour. Par contre, il n'y a pas encore le nouveau kernel Linux 7.0. Ça utilise toujours le 6.19 et la version actuelle de la correction. Donc, ça veut dire qu'elle n'utilise pas notamment un fixe plutôt important qui a été fait dans le kernel 7.0 pour la VRAM des GPU, et notamment ça permet d'améliorer les performances sur les GPU qui ont 8 Go de VRAM. Donc oui, ce fixe semble avoir été fait en avance pour justement la Steam Machine, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, ça arrivera plus tard apparemment selon eux, donc un petit peu dommage que ce soit pas inclus directement. Donc pas forcément un intérêt d'y passer tout de suite, vu que selon moi, le gros intérêt justement de cette prochaine version de BySide serait justement le support du kernel 7.0 de Linux. Mais bon, vous pouvez déjà passer dessus si vous voulez tester, voir tout ça. Selon moi, BySide est certainement la meilleure distribution que vous pouvez installer à l'heure actuelle pour jouer aux jeux vidéo sur Linux. Est-ce que c'est un meilleur pour utiliser un PC sur Linux, pour travailler autre chose? Pas forcément. Mais oui, pour jouer aux jeux vidéo, par contre, elle est géniale parce qu'elle inclut par défaut tous les drivers dont vous avez besoin. Donc, si vous allez sur le site de BySide, vous pouvez dire j'ai un GPU NVIDIA, inclus-moi les drivers. Et du coup, quand vous l'installez, une fois que c'est installé, mais tout fonctionne directement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un driver ou autre chose, bricoler derrière. Non, tout est préinstallé. Et ça aide énormément. C'est la meilleure alternative à SteamOS au final parce que SteamOS est très bon sur le Steam Deck. Il est fait pour le Steam Deck pour le moment, la dernière version de SteamOS. Donc en attendant que la Steam Machine arrive, qui, comme ce sera un PC fixe, permettra de mieux supporter justement les PC fixes qui ne sont pas forcément des machines Steam. Mais en attendant, BySide est juste la meilleure alternative selon moi. Et récemment, petite news d'ailleurs, j'ai toujours cette vidéo prévue où je veux aller sur Linux pendant une semaine. Vraiment, je n'utilise que Linux pendant une semaine. J'ai enfin réussi, et c'est justement via BySide, j'ai enfin une distribution Linux où je peux jouer dessus évidemment. C'est BySide ici que j'utilise. Et surtout, j'ai réussi à avoir DaVinci Resolve qui fonctionne. Alors le truc, c'est que c'est un petit peu bizarre, mais BySide a un script qui permet d'installer DaVinci Resolve, que ce soit la version normale ou la version studio. Ce script est plutôt bien foutu en réalité, il marche très bien. Et le truc, c'est que il marche mieux si vous avez une carte graphique Nvidia. Donc, ouais. Ce qui est un petit peu ironique, parce qu'en général, les cartes graphiques AMD sont bien mieux supportées sur Linux. Mais si vous utilisez DaVinci Resolve, il vaut mieux avoir une carte graphique Nvidia. Donc, ouais. C'est pour ça que du coup, quand je ferai ce challenge sur Linux, j'aurai probablement une carte graphique Nvidia, malgré que c'est pas forcément la meilleure alternative. C'est juste que j'en ai besoin pour DaVinci Resolve. Mais j'ai réussi à faire fonctionner DaVinci Resolve. Il marche plutôt bien. J'avais des bonnes performances. Et du coup, j'arrivais à éditer une vidéo et tout ça. Donc, j'ai tout en place pour passer sur Linux pendant une semaine. Au moins, en tout cas. Et donc, voir ce que ça donne. Donc, ma foi, ça arrivera. Il faut que je le configure. J'ai fait un test ici. Il faut que je le configure sur la machine finale que je vais utiliser. Je ne sais pas laquelle pour le moment. Donc, tenez-en compte. Mais dès que j'ai défini cette machine finale, je configurerai. Et puis après, je pourrais être en mode OK, let's go. Donc, vous aurez certainement un Texamacho enregistré entièrement sur Linux.
vous aurez des vidéos entièrement éditées sur Linux. Et si ça se passe plutôt bien, peut-être que je resterai un petit peu plus longtemps dessus. Tout à fait possible. Donc voilà. Juste pour une petite news par rapport à ça, pour ceux qui se demandaient, je continue de travailler dessus. C'est juste que, je vais être très honnête, j'ai pas eu trop le temps parce que ça prend du temps. Je suis assez bien un newbie sur Linux, je vais être très honnête. Et faire fonctionner notamment DaVinci Resolve était assez compliqué selon moi. C'est clairement pas juste vous l'installer puis ça marche. Il y a beaucoup plus derrière. Et juste utiliser Linux de manière normale, ça je sais le faire sans aucun souci. Enfin, même Linux c'est très simple pour ça. Mais le fait de devoir, oui, avoir un programme d'édition vidéo, c'est ça qui a rajouté un niveau de complexité qui était... Voilà. Tenez compte toutefois qu'il y a des... En réalité, il y a des éditeurs de vidéos Linux gratuits qui existent, qui marchent très très bien. C'est juste que moi, comme je suis habitué à DaVinci Resolve, ben, je voulais mon logiciel d'édition préféré auquel je suis habitué. Et c'est ça aussi que je me suis un peu tiré une balle dans le pied, je vais être très honnête. Mais bon, j'ai réussi à le faire fonctionner. Et c'est ça qui compte. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce texte Samash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.